On va prendre des questions. Donc c'est assez dense, effectivement, la proposition et la présentation de Patrice, mais il a fait on va dire un panorama de l'emballage versus l'environnement et versus la santé de nos consommateurs. Donc il y a une question, il y en a plusieurs. Bon, c'est bon signe déjà. Moi j'en ai aussi, hein, j'ai fait un anti-sèche. Oui, monsieur. Oui, Vous mettez debout et vous présentez, s'il vous plaît. donc Emmanuel Audouin, Bureau Veritas. Bravo pour l'exposé, notamment quand vous avez fait des diapos avec des plus et des moins qui permettent de se poser des questions. Ma question porte sur la composante durabilité des bioplastiques. J'ai l'impression de revivre ce qu'on a vécu il y a un peu 10 ans lorsque les agrocarburants se sont développés pour répondre au remplacement de carburants fossiles. Là, on parle bien de remplacement de plastique d'origine fossile par des plastiques d'origine biosourcée. Moi, je vois des demandes de certification puisqu'il existe des schémas pour démontrer que ces plastiques sont bien durables. Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que demain, vous pensez que l'accès au marché pour ces bioplastiques sera d'abord de démontrer qu'ils sont mieux disants, environnement parlant, que les plastiques d'origine fossile? Il y a le mieux disant en termes d'impact intrinsèque et il y a le mieux disant en termes de valorisation en fin de vie. Et je pense que il sera facile quand, je dirais, l'industrie des bioplastiques sera réellement développée. Et en réalité, c'est l'industrie des polyesters. Hein. Les bioplastiques, ce sont des polyesters avec des syntons, souvent des diacides et des diols, issus de ressources renouvelables. Quand cette industrie sera bien développée, il restera tout de même, et qu'elle sera vertueuse, hein, j'en doute pas d'un point de vue environnemental, restera tout de même la question de la valorisation des déchets. Et on sera bien obligé, favoriser 2-3 références dans les bioplastiques et pas en avoir une dizaine comme aujourd'hui, parce que l'emballage aujourd'hui s'est développé sur moins d'une dizaine de références avec la pétrochimie. Il va falloir faire pareil du côté des bioplastiques, sinon ça ne va pas fonctionner. Notre question, je crois que c'est au fond, c'est ça? Oui, bonjour, Pierre Cesarini, association Passerelle, passerelle.info. J'avais deux questions. L'une sur les encres destinées aux emballages de produits alimentaires. Vous avez dit que la réglementation n'imposait pas qu'elles soient alimentaires, ces encres. Or, j'avais compris qu'au contraire, en tout cas, les encres utilisées étaient effectivement alimentaires, qu'on pouvait par exemple aller composter sans aucun risque les cartons d'emballage de produits alimentaires. Et la deuxième question portait sur les plastiques biosourcés et leur biodégradabilité ou compostabilité. Pour le composter moi-même, dans une résidence à Paris, je constate que les plastiques dits compostables, en fait, ne se compostent pas dans le même délai, en tout cas, que celui qui est le nôtre pour composter nos épluchures de fruits et légumes. Donc, dites-moi ce qu'il en est. Est-ce qu'on s'y prend mal ou est-ce qu'il y a un souci de délai de compostabilité de ces produits? Alors, première question, les encres. Il n'y a pas d'exigence sur les encres, mais il commence à y avoir des exigences au niveau des utilisateurs qui imposent leur cahier des charges. Ça, c'est le premier. Il y a aussi un projet qui émane de l'Allemagne de faire passer les encres sous une réglementation qui ressemblerait beaucoup à celle des matériaux plastiques, avec une liste positive, etc. Donc ça viendra. Je vous signalais juste qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas d'un point de vue réglementaire. Et puis après, par rapport à votre question sur le lien avec la compostabilité, il ne faut surtout pas en faire. La compostabilité et alimentarité, il n'y a pas de lien. Donc ça, c'était pour le premier élément de la question. Et l'autre qui concernait les bioplastiques. Effectivement, il y a un souci aujourd'hui de cinétique de dégradation de ces matériaux-là. Que l'on parle des compostables. Alors quand on dit compostables, c'est des matériaux qui vont être biodégradables, mais dans des conditions industrielles, c'est-à-dire en général, ça requiert de la température. C'est des phénomènes qui n'auront pas lieu à température ambiante. Typiquement, le PLA est compostable, mais pas biodégradable home compost à la maison. Et deuxième élément, vous signalez que l'on parle des compostables ou des biodégradables home compost. Effectivement, les caractéristiques des matériaux aujourd'hui sont qualifiées par des normes qui sont un peu optimistes en termes de cinétique. Et effectivement, les acteurs de la chaîne de valeur, que ce soit les acteurs industriels ou
les utilisateurs d'emballage en home compost signalent aujourd'hui que les six éthiques de dégradation ne sont pas au rendez-vous. Donc effectivement, il y a certainement à faire évoluer les normes ou les matériaux pour mieux satisfaire ces exigences-là. Après, attention, on lève souvent ce point-là en disant « mais ils ne sont pas réellement biodégradables ». Si, ils sont biodégradables dans l'absolu et c'est une question de cinétique. Voilà. Est-ce qu'une autre question, Véronique? Tu te mets debout, Véronique, et tu te présentes. Bonjour, Véronique Fabien-Soulet, donc ex-Saint-Diffray depuis peu. D'abord, je voulais vous remercier de l'exposé parce que c'est un sujet que je connais, mais je suis contente de voir que vous avez présenté toute la complexité du sujet et qu'il ne faut surtout pas avoir de solutions toutes faites. On ne peut pas dire il n'y a qu'un faucon sur ce sujet et qu'il faut vraiment regarder tout le cycle fermé ou ouvert et tous les travaux qu'on a menés aussi avec Bruno montrent que rien n'est évident sur le sujet. Alors j'ai une remarque là-dessus, c'est que est-ce qu'il ne faut pas revenir plus souvent aux mesures d'ACV qui sont un peu oubliées aujourd'hui? On a l'impression que tout est sur le plastique et le fait de recycler le plastique, etc. Mais est-ce que le recyclage à tout prix, est-ce que c'est forcément intéressant en termes d'ACV qui a une vision plus globale environnementale des emballages, enfin, ou du devenir des emballages? Donc ça, c'est une question. Et puis j'avais une remarque quand même où je ne suis pas d'accord avec vous. C'est par rapport aux produits justement non emballés à durée de vie très courte, parce qu'il y a quand même des études de l'ADEME sérieuses, a priori, qui montrent que ce qui est le plus gaspillé aujourd'hui en termes d'alimentaire, c'est le pain, les fruits et les légumes. Donc, durée de vie très courte, produits non préemballés, voilà. Donc, ça c'est quand même et c'est très important dans le pourcentage des produits gaspillés. Voilà. Donc, revenir à l'ACV de façon plus nette ou pas, voilà. Patrice? La première question, c'était si vous pouvez rappeler. Est-ce qu'il ne faut pas revenir plus à des mesures d'ACV? Oui. S'appuyer sur des ACV. En fait. Sur l'ACV, et puis l'autre point, il mérite un long développement, donc on fera une compilation, parce que je suppose qu'il y aura d'autres interventions sur ce point-là. Sur les ACV, le gros souci, c'est qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire avec les données aujourd'hui. Si vous demandez à un cabinet ACV de comparer deux emballages qui sont supposés avoir la même fonction, le même niveau de performance, on va, je dirais, savoir répondre en termes d'impact environnementaux et puis dire cette situation est plus favorable ou moins favorable à celle-ci. Ce que l'on ne sait pas faire aujourd'hui, c'est travailler comparer des systèmes à des performances variables, puisque la grande question qui sera derrière, c'est j'ai un emballage qui est plus performant ou moins performant, quelles vont être les conséquences et comment je vais savoir le chiffrer en termes de gaspillage alimentaire. Et ça, et c'est le débat que vous avez par rapport à mon affirmation sur la salade. Malheureusement, on ne sait pas faire la relation. On sait faire la relation entre une propriété et une durée de vie. Faire la relation entre une durée de vie d'un produit et quantitativement information qui pourrait être utilisée dans un logiciel ACV d'une économie de gaspillage, on ne sait pas faire. Et donc les données dans ce domaine-là manquent réellement, je dirais, pour innover à performance variable. Et donc, je vais pas. Ça explique que jusqu'à présent, l'innovation des emballages se situe à iso-performance et on a essayé de faire des emballages de moins en moins impactants, mais avec une référence en termes de gaspillage alimentaire qui était supposée être la même. Voilà. Simplement une remarque parce que je pense qu'il y a quand même même si on n'a pas la même opinion sur le sujet, on y reviendra. Je pense qu'il y a c'est intéressant de poser la question en termes de modulation dans le plus ou dans le moins des durées de vie des produits alimentaires, parce que là, il y a
c'est une direction qui n'est jamais regardée en général. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Bonjour, Sophie Bonnier pour le groupe Sodial, donc les marques Candia, Entremont et autres. À l'heure du plastic bashing, j'entends souvent l'industrie du verre se targuer de la neutralité de la matière vis-à-vis du produit qu'il contient. Et j'ai entendu dans cette présentation finalement qu'il y avait également des questions de migration entre le verre et le produit. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce sujet-là? Alors, je ne vais pas faire de procès pour le verre C'est pas l'idée, ni pour le plastique. En revanche, effectivement, il faut... l'emballage métallique est verni. Le verre est fermé avec des capsules ou des bouchons. Et puis, je dirais, tous les matériaux d'emballage, les papiers cartons sont revêtus, traités, etc. Donc, la présence de polymères, il y en a toujours. Et donc, le risque chimique associé à l'utilisation de polymères divers et variés, il existe toujours. Après, il y a des risques spécifiques au verre par rapport à la migration de composants minéraux et aux métaux également, c'est sûr. Mais je dirais, c'est pas là le débat. Le débat, c'est effectivement là où il y a une plus grande complexité de migration de composants, de substances chimiques, ce sont plutôt les organiques. Et les organiques viennent des polymères. Et des polymères, on en utilise partout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je peux poser une question? Je peux. Oui, le micro. Mettez debout, présentez s'il vous plaît. Oui, Bernard Gigrand. De toute façon, oui, ce que je voulais vous demander, c'est que vous avez beaucoup utilisé des acronymes qui sont certainement comme celui que vous venez d'utiliser. Et il serait souhaitable qu'on ait un espèce de petit lexique pour ceux qui vont regarder, ceux qui vous ont écouté d'abord, et puis ceux qui vont regarder, parce que les ACV, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Pardon. Donc, on va avoir quand même... L'analyse de cycle de vie. Là, je parle au nom du fond. Hein. Il va y avoir quand même beaucoup de gens non spécialistes qui vont, je l'espère, regarder la vidéo sur le site du fond. Et je pense qu'il serait bien, mais peut-être que vous pourriez le faire après, au moment du tournage des questions, de façon qu'en tête, on ait quand même un listing de la signification des différents acronymes que vous avez utilisés. Ou mettre le lexique à la fin sur un dernier slide. C'est ça. D'accord. Donc moi, ma question. La tendance médiatique, littéraire et réglementaire du moment, c'est le zéro déchet, ma vie sans déchets, le zéro emballage, où l'on peut utiliser ses propres contenants. Donc là, je fais un rappel des amendements qui sont sortis hier de la part des sénateurs. Donc vous pouvez aller dans la grande distribution, vous prenez vos propres contenants. On n'a pas cité la marque tout à l'heure, mais ils sont plutôt en plastique, on va dire. N'allons-nous pas au devant de risques, hygiène, traçabilité, etc., notamment pour les produits de boucherie, etc. Alors, et après, vous me permettrez de faire le petit développement sur les histoires du vrac. C'est ce que j'ai zappé dans mon discours, mais que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Le risque microbio, c'est sûr que si on demande aux consommateurs de réaliser une partie du cycle technologique pour lequel la responsabilité est industrielle aujourd'hui, on shift une partie des responsabilités. Après, donc effectivement, ce sera une nouvelle question à se poser de les contenants réutilisables. Est-ce qu'il et où sera la responsabilité en termes de maîtrise du risque microbio? Premier élément. Deuxième élément, si c'est du réutilisable consommateur, c'est lui qui tout seul prend sa responsabilité, comme vous faites correctement la vaisselle chez vous et que vous appliquez correctement des règles d'hygiène chez vous. Et je dirais, ça n'a pas de conséquences partagées. Donc, il faut quand même, c'est un vrai débat si c'est des contenants industriels. Ce n'est plus un vrai débat parce que de toute façon, vous appliquez vos propres règles d'hygiène et vous ne les partagez pas, ces risques, si le contenant se balade de chez vous à chez vous.
Alors j'en profite parce que c'est un vrai débat, et les emballages réutilisables et finalement le sans emballage. Est-ce qu'on peut aller vers le sans emballage? En général, les experts emballage sourient puis disent bien sûr que non. Et j'ai tendance à dire mais il n'y a que des bonnes idées là derrière, et c'est ce que j'aimerais développer avec vous. Qu'est-ce que c'est qu'un magasin sans emballage finalement? Est-ce qu'il n'y a pas d'emballage? Bien sûr que si. Il ne faut pas croire que les distributeurs sont arrivés comme par magie et remplis avec... on a utilisé des containers. Les fonctions de l'emballage, les exigences de conservation des produits, elles existent. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'elles existent à une autre échelle. C'est-à-dire, on va balader des contenants à des échelles très importantes. Première des caractéristiques. Et deuxième caractéristique, on va balader ces contenants, ils vont rester dans un cycle industriel. Et c'est très important de le souligner. C'est-à-dire, est-ce que c'est des cycles vertueux parce qu'il n'y a pas d'emballage? Bien sûr que non. En revanche, est-ce que c'est des cycles plus vertueux parce que les emballages vont moins chez le consommateur? Bien sûr que oui. Et là où j'ai tendance à dire que c'est une bonne idée, c'est qu'on pourrait essayer d'élargir ce concept. Alors pourquoi élargir ce concept? C'est que quand on aura joué à remplir des bouteilles de jus de fruits et des bocaux avec des céréales et du riz, on va s'arrêter. Parce que je dirais qu'on aura du mal à passer aux produits périssables. Mais est-ce qu'on peut essayer de se dire, ce nouveau modèle de distribution des produits, on peut le réfléchir aussi pour les produits périssables en prenant les bonnes idées qui sont derrière le vrac. Et là, effectivement, les gens commencent à réfléchir à des grands containers avec des aliments emballés, mais sommairement emballés en emballage individuel, pour lesquels les grands containers resteront dans des cycles de rotation industrielle, en recyclage B2B. Et puis, on aura une introduction chez le consommateur d'emballage B2C, mais en quantité différente. Et là où on peut aller encore plus loin, c'est qu'il y a une vraie réflexion en termes de propriété d'un suremballage. Aujourd'hui, le suremballage, donc l'emballage B2B versus l'emballage B2C, c'est le carton, les films de palettisation, etc. Et toute la technicité que je vous ai décrite pour un emballage, c'est-à-dire ses qualités barrières à différents pénétrants gazeux ou lumière, finalement, c'est l'objet qui arrive jusqu'au consommateur. Et si on se dit que finalement le consommateur, et c'est là qu'on n'est pas d'accord, effectivement, c'est le consommateur, il a envie et son comportement évolue de consommer de plus en plus rapidement les produits. De plus en plus, il va, je dirais, acheter ou se faire livrer, parce que c'est le débat sur le e-commerce, immédiatement. On peut imaginer des modèles d'emballage qui vont être extrêmement différents. Et on peut imaginer d'avoir le vrai coffre-fort instrumenté avec tout ce que vous voulez en termes de capteurs, idéal en termes de propriété, et puis finalement le contenant qui arrivera chez le consommateur sera extrêmement simple, il préservera le produit de façon très mesurée. Et ainsi, je ne sais pas si la petite sonnette c'est pour me dire que je parle trop, ainsi l'emballage qui arrivera chez le consommateur incitera à la consommation rapide, c'est important, et deuxièmement sera extrêmement recyclable. Oui, moi j'ai une question moi, qui relève un petit peu de ce sujet-là. C'est quand même, on se rend compte qu'il y a beaucoup de start-up, donc, notamment dans le e-commerce. Nous, on les a rencontrés notamment au CNE à la station F, et ils sont tous dans les starting blocks pour délivrer des produits de grande consommation. Pour mémoire, plus de 9% du chiffre d'affaires du e-commerce, c'est dorénavant du PGC, donc produits de grande consommation. Alors, je suis d'accord avec vous que c'est plutôt des produits secs
pour l'instant, mais il y a aussi des initiatives dans les produits frais, se faire livrer des yaourts ou des produits surgelés. Demain, ça va être quasiment la règle. Donc, comment tu vois les freins qu'il peut y avoir ça, les enjeux, puisque finalement, on a affaire face à des startups qui n'y connaissent rien, à la fois en produits et à la fois en emballage, mais qui construisent leur modèle très rapidement et qui font des choses sur le sujet. Donc, comment tu définirais l'emballage de demain ? Nous, on a parlé d'omnicanal dans un de nos documents sur les nouveaux modes de distribution. Alors ça, c'est pas la question surprise, puisqu'on en avait parlé tous les deux, et j'avais préparé cette photo où il y a une entreprise, pour ne pas citer, c'est Loop, qui développe un concept comme d'autres. Hein, c'est pas... où les produits sont livrés et puis les anciens contenants sont récupérés. Voilà. Donc, en gros, de la consigne gratuite, entre guillemets. Pour que ces modèles soient vertueux d'un point de vue environnemental, il vaut mieux être en ville. Il vaut mieux que les livreurs soient pédales plutôt qu'ils soient motorisés. Après, j'ai pas envie de sourire, je vous le dis factuellement, j'ai pas envie de sourire en disant que c'est des mauvaises idées. Au contraire, parce que on est en train d'installer des modèles de distribution différents. Quand les cyclistes commenceront à être fatigués, on commencera à dire il faut alléger les contenants qu'on leur demande de récupérer. Et je dirais que ça peut être vertueux pour étendre ces concepts-là sur des périmètres plus larges et pour qu'ils ne soient pas viables qu'en ville. Donc je pense que c'est des petits pas qui n'ont pas à faire sourire, même s'ils posent des soucis. Et en particulier, on posait la question de la gestion du risque microbio. De toute façon, c'est des étapes que l'on franchira et ces entreprises démarrent quelque chose de nouveau, mais à mon avis, qui va continuer. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des doigts qui se levaient. Oh là, il y en a un paquet, donc on va commencer devant. Donc, c'est question d'un internaute. Si on enfouit des emballages non recyclables, cela ne va-t-il pas contre l'idée de réduire la pollution concernant ces produits ? Ne serait-il pas mieux de les incinérer ? Alors, incinération versus enfouissement, il y a... l'incinération permet de récupérer de l'énergie. Certains partisans de l'enfouissement auraient tendance à dire oui, mais je vous signale que c'est une forme de stockage de carbone. En matière d'ACV, je signale juste que c'est un indicateur et que l'enfouissement correspond à une note négative. Donc je ne partage pas cette opinion-là. Mon opinion, effectivement, c'est que l'incinération, et c'est pour ça que je voulais signaler avec le matériau bois, parce qu'avec le matériau bois, on dit, mais bien sûr, c'est évident, c'est un combustible. Et quand on parle d'autres formes de combustible, il y a une réticence. Mais il y a une réflexion sur une meilleure incinération pour qu'effectivement, elle ne pose pas de questions en termes d'impact environnementaux, en termes de rejet et de déchets ultimes. Mais globalement, à partir du moment où on a collecté un déchet noble, et quand je dis noble, c'est qu'il n'est pas hydraté, c'est quand même dommage de se dire qu'il va avoir une fin de vie qui n'est pas au moins de la valorisation thermique. Question dans la salle. Oui, bonjour, Sandrine Bis pour la Confédération Générale de l'Alimentation en détail. En fait, moi, je représente une organisation professionnelle des métiers de bouche. Donc, je voulais juste réagir à la suite de votre intervention parce que là, vous montrez le développement de magasins en vrac, sauf que le vrac et le non préemballé, ça existe depuis des années dans les métiers de bouche, chez le boucher, etc. Donc, j'étais un peu surprise des réactions en disant sur les produits périssables, mais où va-t-on si on n'a pas d'emballage ? Or, nous, on représente des professionnels qui font ça depuis longtemps. Donc, c'est simplement sur la durée de vie et le consommateur qui vient acheter consomme très rapidement
ces produits. Donc j'aimerais bien, quand il y a des interventions, en fait, qu'on prenne en considération les modèles qui existent déjà, plutôt que d'essayer de développer. Et vous disiez les startups qui inventent des modèles sans connaître les produits. Et juste pour vous dire sur les contenants réutilisables, puisque d'un point de vue écologique, on est fortement pressé par le ministère et notamment le cabinet de Brune Poisson à ce que nos consommateurs reviennent avec des contenants réutilisables. C'est un vrai enjeu et c'est une réflexion que nous, on va entamer. Donc j'étais très intéressée par les différentes présentations que vous avez faites, parce que nous, pour le coup, c'est des choses sur lesquelles on nous demande de toute façon de travailler. Et si vous avez parlé des amendements sénateurs, dedans, la responsabilité du consommateur et du professionnel sont détaillées justement pour éviter ce frein qui se pose à nous. Oui, non, j'ai le texte des amendements, donc effectivement, les sénateurs veulent pousser le vrac, et effectivement, ils mettent aussi la limite de responsabilité. Demain, ça sera chez le consommateur, si tant est qu'il revient avec ses propres contenants. Micheline Bernard-Arlot, je représente Léo Lagrange Consommation. Donc je suis un peu la Madame Michu ici, si vous voulez. Je suis la consommatrice de base. D'abord, je voudrais dire qu'au niveau de l'emballage, c'est très difficile de généraliser. Vous avez beaucoup parlé de la grande distribution et je suis contente que Madame ait parlé de la proximité. Ça n'est pas du tout la même chose. Vous avez parlé des grandes villes, il y a la ruralité, donc on est dans une complexité au niveau de l'emballage que vous savez mieux que moi, mais que je tiens à rappeler ici. Et la deuxième chose, c'est simplement, je vous ai dit, je suis Madame Michu, et j'ai fait mes courses alimentaires pour nourrir ma famille, et je me retrouve avec mes emballages. Je fais quoi ? Parce que je vous ai entendu, et entre PLA, PET, etc., moi je suis là avec ma barquette, et c'est quoi ? Et qu'est-ce que je vais faire pour essayer effectivement de polluer le moins possible, si vous voulez. Il y a un hiatus évident entre tout ce que vous savez, vous recherchez, tout ce qui est dit effectivement, y compris par les sénateurs, et notre comportement, même si nous le souhaitons vertueux, entre ma poubelle verte, ma poubelle jaune, ma poubelle blanche, hein, parce que vous parlez des verres aussi. Tous les verres ne sont pas constitués de la même manière. Et vous le savez mieux que moi, parce que c'est vous. Hein. Donc nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Vous êtes très savants et nous sommes perdus. Voilà. Merci. C'est pas la remarque de Madame Michu, parce que c'est un vrai élément qu'il faut prendre en compte. On est sur des thématiques qui sont extrêmement complexes, des décisions qui évoluent dans le temps, des options qui évoluent dans le temps, alors que les spécialistes savent aborder, je dirais, en temps et en heure, et le consommateur a du mal à suivre, de par la complexité du dossier, parce qu'effectivement, les règles du jeu évoluent régulièrement. Et ça, vous ne faites pas du tout une remarque, Madame Michu, elle est extrêmement importante, parce que en particulier dans la gestion du recyclage, il y a la complexité du message et du rôle qu'on demande aux consommateurs de jouer. Il est complexe, il doit être compris, et effectivement, ça fait partie de beaucoup d'éléments de réflexion de la part de Citeo. Désolé, j'ai un réflexe. Mais en tant qu'ancien Citeo, peut-être une... Oui, bonjour, Sophie Bonnier. Donc, je travaille chez Sodial, une coopérative laitière, mais j'étais auparavant chez Citeo pendant 10 ans sur les questions de Et pour suivre Madame Michu, c'est ex-éco emballage, donc il y a des gens qui font aussi exprès, voilà, en plus de changer de nom. Vraiment trop méchant. Ce que vous avez soulevé, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que le geste de tri des déchets, c'est le premier geste éco-citoyen qui est cité aujourd'hui par la population française. Quand on leur parle d'environnement, qu'est-ce qu'ils font pour la planète ? Ils trient leurs déchets. Et il y a une vraie volonté de bien faire et une grosse déception quand on comprend qu'on ne le fait pas si bien que ça. Ça a été compliqué pendant des années, ce qui fait que le taux de recyclage des emballages en France a stagné aussi pendant des années.
Et donc pour lever cette complexité, Citeo, donc le nouveau nom pour éco-emballage, a mis en place un projet qui dure très longtemps, parce qu'il a démarré en 2013 et il se terminera en 2022, qui consiste à simplifier largement le geste de tri. À terme, en 2022, où que vous soyez en France, on vous demandera de mettre tous vos emballages dans la poubelle jaune et sans se demander s'il est recyclable, pas recyclable, compostable, pas compostable. Vraiment, plus de questions. Vous mettez tout dans la poubelle jaune et allez-y gaiement, sans les laver, juste en les vidant, en laissant les bouchons, tout, vraiment pas besoin d'enlever les étiquettes, laissez tout, ne vous prenez pas la tête, si je puis dire. Et ensuite, ce seront les machines qui feront le travail dans les centres de tri pour savoir qu'est-ce qui se recycle, qu'est-ce qui ne se recycle pas, pour ensuite les envoyer chez les recycleurs ou bien en valorisation énergétique, incinération. Donc vraiment, c'est un vrai sujet que vous posez là. Hein. Ce programme qui s'appelle l'extension des consignes de tri a démarré donc en 2013. Aujourd'hui, 2019, on en est à peu près à la moitié de la population française qui peut mettre tous ses emballages dans la poubelle jaune. Et voilà, il reste 3 ans pour que ça touche tout le monde. Pourquoi si long ? Eh bien parce qu'il y a des centres de tri qui sont des outils industriels et que nous devons adapter de fait avec de nouvelles machines capables d'identifier un pot de yaourt, sachant qu'il n'y avait jamais eu de pot de yaourt dans ces centres de tri jusque-là, ou même une boîte de camembert en bois, et ce genre de nouveaux matériaux pour les centres de tri. Voilà. Merci Sophie. Est-ce qu'il y a des questions ? Un rebond sur cette question qui est fondamentale, hein, la question de la simplification de la vie du consommateur dans son acte de tri pour aller vers des filières de compostage ou les bonnes sélections. En parallèle de ça, j'attire vraiment l'attention, c'est notre métier, on va dire, à l'association Passerelle, de faire de l'éducation. Parce que la complexité, elle demeurera toujours. Et évidemment, plus on va aller dans le temps, plus on aura des enjeux et des problèmes qui se poseront sur plutôt aller vers le vrac, plutôt aller vers sur tel ou tel type d'emballage. La population, les citoyens devront se positionner sur des enjeux politiques éminemment. Et donc la question de l'éducation, de savoir appréhender cette complexité, de savoir déjà qu'elle existe, vous nous l'avez très très bien exprimé et fait passer quelque part, ça me paraît fondamental. Et dans les programmes d'éducation en particulier vers les jeunes générations, vers les scolaires notamment, c'est enseignable. Ah, juste pour... rebondir, et puis pour rebondir aussi sur votre intervention et celle de Sophie, il y a des réflexions en ce moment pour passer à d'autres modalités de tri qui consisteraient à dire je trie ce qui est valorisable d'un point de vue bioprocédé et tout ce qui est sec. Et j'ai donc 2 poubelles, et donc sur la deuxième poubelle, il y aura un relais pour trier automatiquement ce qu'on demande aux consommateurs de faire. Donc finalement, on demanderait aux consommateurs plutôt de trier sélectivement ce qui va alimenter les bioprocédés, et puis le reste se fera tout seul. Donc ce qui est embêtant, c'est qu'on ne sait pas si c'est un bon choix, si techniquement il est possible, etc. Donc il y a des tests dans ce sens-là. Et par rapport à votre remarque... mais nous sommes perdus. Effectivement, c'est un exemple, si on parle trop de cette option-là, qui est assez simple finalement, on va encore donner un doute au consommateur, parce que le consommateur, il n'en est même pas encore à l'extension du tri. Donc si après l'extension du tri, on dit mais on est peut-être en train de vous préparer un 3e épisode qui consistera à trier encore autrement, finalement pour alimenter le même mécanisme finalement, puisqu'on va automatiser de plus en plus le tri, c'est un peu ça. Mais cette étape-là qui consisterait au consommateur de dire vous triez autrement et vous retirez tout ce qui est hydraté, on n'est pas sûr que ce sera l'option plus tard. Donc effectivement, vous avez posé la bonne question. Il y a des réflexions pour faire mieux, mais qui visent des fois loin et trop loin, parce que ce ne sont peut-être pas les bonnes options. Voilà. Oui, Danielle Duré, consultante, nutritionniste et sociologue de l'alimentation. Je voudrais rebondir sur Madame Michu, qu'en termes scientifiques, on appelle ça les sciences sociales, la sociologie.
Vous avez dit tout à l'heure que le gros avantage du vrac un des avantages du vrac par rapport aux produits emballés, c'est qu'il n'y a pas de partage et que c'est effectivement, s'il y a un problème sanitaire, ça reste dans la famille au lieu d'être partagé par les 3000 personnes qui vont acheter l'emballage qui est intoxiqué. Certes, d'un point de vue technique, c'est exact, mais vous savez qu'il y a autre chose qui se partage aujourd'hui, qui sont les informations sur les réseaux sociaux. Et avec l'expérience que j'ai des représentations symboliques du consommateur, je ne suis pas sûre que si un consommateur, alors pour le sec, il n'y a pas tellement de soucis, mais si demain on se met par exemple, et il y a déjà des exemples, on se met à faire du vrac par exemple pour les jus de fruits ou les huiles, je ne suis pas sûre qu'un consommateur qui ait mal lavé sa bouteille, qui achète un jus de fruits en vrac et qui arrive chez lui et qui voit la bouteille prendre une couleur ou une mousse un petit peu bizarre, ne lance pas une photo sur les réseaux sociaux. Et là, comment déterminer si c'est la faute du consommateur qui a mal lavé la bouteille ou la faute de l'entreprise? D'un point de vue technique, vous aurez la réponse, mais les réseaux sociaux auront donné la leur qui peut-être rendra la vôtre un petit peu trop pas entendable. Excusez-moi, d'où la remarque de madame tout à l'heure qui était tout à fait juste et je n'ai pas eu l'occasion de la souligner pour dire que déjà l'extension du vrac B2B, et avec toute la maîtrise des pratiques d'hygiène qui est celle de l'industrie, c'est la forme souhaitable qui permettra, je dirais, de faire le premier pas. Le développement trop rapide du vrac en contact alimentaire direct, ce que je ne vous ai pas mis dans les perspectives, hein, je vous ai mis le vrac de préemballé. C'est peut-être une mauvaise option et je vous rejoins là-dessus. Voilà. Après, une autre remarque purement technique, est-ce qu'on a déjà tenté de faire le calcul technologique si chacun doit laver sa bouteille de jus de fruits, voire pire sa bouteille d'huile, des quantités d'eau et de détergents qui vont être déversées et gaspillées pour avoir la même propreté qu'on aurait avec une seule cuve dans l'industrie? Je prends un exemple personnel, qui n'est pas une preuve scientifique, quoique. Je fais de l'achat en vrac pour l'huile d'olive parce que j'ai un petit producteur à qui j'achète mes bouteilles. Et donc, je relave mes bouteilles d'huile pour ne pas avoir les produits oxydés de l'année d'avant. Et je ne vous dis pas les quantités de détergents que je passe dans l'évier. Quand je me dis, quand même, l'industriel, il polluerait moins que moi. Nous, on a fait au CNE un document sur les produits en vrac et les produits préemballés. Et donc, il s'agit de savoir qu'aujourd'hui, il n'existe aucune documentation d'analyse de cycle de vie, ACV, comparative sur le vrac versus le préemballé, notamment toutes les opérations unitaires qu'on doit faire chez soi pour... Ça n'existe pas. Donc nous, on a appelé de nos voeux pour que l'ADEME lance cette étude. Donc il y a un groupe de travail qui va démarrer le mois de novembre, justement sur le vrac. Et une étude socio-logique, économique et environnementale. Je prends juste 30 secondes pour faire une dernière remarque sur l'intervention très intéressante de madame de Citeo, ou Éco-Emballage. J'ai vécu les deux situations. Il y a une quinzaine d'années, j'habitais une autre ville où on triait le papier et le plastique, et je trouvais ça super d'un point de vue de moi, consommateur idéalisé, vertueux. Et puis j'arrive à Paris, et là, tout change. Effectivement, on n'a plus qu'une seule poubelle pour tout mettre en vrac. De mon point de vue de consommateur, si je ne réfléchis pas aux aspects technologiques, je suis très déconcertée parce que je me dis, mais c'est un retour en arrière. On met tout dans la même poubelle, il y a un problème, ils sont en retard sur les autres, alors qu'en fait, ce serait plutôt une avance. Et l'autre aspect, c'est que, vous me direz, on ne s'en sort pas, mais effectivement, c'est désespérant. D'un point de vue technique, vous le dites, et c'est vrai, c'est peut-être un gros progrès pour le recyclage alimentaire d'avoir tout dans la même poubelle. D'un point de vue pratico-pratique, moi je vois dans ma résidence, comme tout est à mettre dans une seule poubelle, en fait les gens ne trient plus rien et vous avez dans la poubelle papier plastique, des sacs en plastique de poubelle et plein d'objets qui n'ont rien à faire parce qu'on se dit c'est la poubelle où on ne sait pas trop, on met la salade dans la poubelle grise et puis tout le reste dans la poubelle orange, enfin jaune. Et on a de tout, on a des bouteilles en verre, Donc plus vous simplifiez de toute façon, plus les gens vont aussi simplifier dans leur tête. Donc toujours effectivement penser à l'aspect des représentations du consommateur, c'est pas simple. Hein. Ok, est-ce qu'on peut encore prendre une question dans la salle, s'il y en a une ou pas? Moi, j'ai juste une dernière question, parce que ça rejoint un peu le choix consommateur entre sa santé et l'environnement.
On est d'accord que je pense que la réponse est dans la question. Il va privilégier sa santé et celle de sa famille. Patrice, la directive européenne, la loi française aussi, va imposer un taux de matière recyclée dans certains emballages. Quel équilibre entre santé et environnement quand on sait que le consommateur tranchera assez rapidement pour sa santé, si suspicion? C'est la bonne question qui permet de boucler la boucle par rapport à notre débat d'aujourd'hui, parce que vous avez remarqué quand même, on a reviré énormément dans les questions posées sur les problématiques environnementales et on a oublié les problématiques de safe conception, alors que je souhaitais essayer d'introduire quelque chose d'équilibré. En fait, ce qu'on remarque, c'est que les préoccupations environnementales, c'est un fond de roulement, et puis il y a des excitations avec des grands débats sur un sujet puis qui passent. Ce serait bien d'être préoccupé tout le temps de tout, et là, on avancerait. Donc ça, c'est ma première remarque. Et donc, être préoccupé des notions d'alimentarité par rapport au recyclage, bien sûr, mais pas plus que sur les notions d'alimentarité des matériaux vierges. Je signale seulement qu'il y a différentes façons d'appréhender la maîtrise du risque avec les matériaux recyclés, avec des barrières fonctionnelles excellentes, avec des choix alternatifs qui consistent à dépolymériser, ou extraire au CO2 supercritique. On peut même imaginer d'avoir des matériaux qui seront recyclés et plus propres que les matériaux de départ. Donc ça n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais les procédés de recyclage peuvent être plus ou moins efficaces jusqu'à être surefficaces. Donc c'est là qu'il est important de ne pas faire une relation en fait, entre une notion de performance environnementale qui forcément irait dans le bon sens ou irait dans le mauvais sens. On peut faire mieux des deux côtés, mais c'est des curseurs qui seront quelquefois indépendants. Voilà. Donc d'où l'importance d'innover avec la motivation de faire des progrès sur tous les indicateurs qui nous sont réclamés. Merci à toutes et à tous. Juste en synthèse, donc, vous avez bien vu cette présentation, elle était de dresser le panorama avec deux focus, un focus santé et un focus environnement. Et il ne faut pas perdre de vue, donc on est tous Madame Michu, en fait, même moi, je suis peut-être un sachant, mais pour autant, quand je me retrouve confronté avec les emballages, même si je suis au Conseil national de l'emballage, j'ai aussi la question à me poser dans quelle poubelle je le mets, ou ma compagne qui se pose aussi la question. Donc voilà, donc cette idée, c'est vraiment qu'on est dans le sens de l'amélioration continue, et que le monde est perfectible, c'est clair. Et nous, au CNE, on a aussi des associations de consommateurs, comme Famille de France, et donc on essaye de... Je ne vais pas parler d'éducation, parce que Famille de France n'aime pas qu'on éduque le consommateur, mais qu'on l'informe. Vous voyez, parce que l'éducation, elle est plutôt du ressort de ce qui se passe dans les écoles, mais il y a une vraie quête d'information. Et bien souvent, on n'a pas toutes les réponses. Combien de fois, nous, on a des questionnements par téléphone en disant qu'est-ce que je fais avec ça, comment on peut faire pour aller plus loin, etc. Donc voilà, donc, merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Merci à FFAS de nous avoir accueillis. Est-ce qu'il y a un mot de la fin ? Bon, oui, au nom du fond, je voudrais remercier l'orateur et le présentateur. L'idée qu'on en retire, c'est qu'effectivement, tout ça est d'une complexité extrême et que par rapport à l'information du consommateur, des messages simples ne rendront jamais compte de la complexité totale du système. Et il est évident que le consommateur, vous avez remarqué qu'il semblait plus, à travers les questions, plus préoccupé du recyclage des emballages que les aspects proprement sanitaires, mais c'est parce que là, au niveau du recyclage, on lui demande d'être actif. Tandis qu'au niveau des conséquences des emballages sur les qualités sanitaires, il a peu de prise, puisque même s'il va au vrac, il va rencontrer des problèmes peut-être d'une autre nature. Je ne sais pas s'ils sont bons ou pas, vous n'avez pas vous-même tranché, parce que probablement ce n'est pas possible. Donc voilà, donc je trouve que c'est extrêmement enrichissant et que le problème de l'information du consommateur n'est pas très bien traité dans l'affaire.
on voit bien à travers les confusions de poubelles qu'on évoquait, qui sont des problèmes réels, c'est très très mal fait, mal dit. Et je pense que des campagnes d'information plus pertinentes, notamment sur la complexité des choses, pour éviter les messages simplistes des réseaux sociaux qui vont foutre le bazar ou qui foutent le bazar dans l'affaire. Voilà, donc merci beaucoup au nom du fonds, merci à l'auditoire d'être venu.